Myriam Vielfonhaas, parisienne et femme du Sud, reporter photographe, passionnée, vous parcourez le monde pour Médecins sans frontières ou Agir pour le Cambodge, tout en créant vos propres collections de photographies d'art. Peu d'appareils, peu de moyens techniques, votre véritable objectif, capter des fragments de réalité en passant, simple témoin. On suit votre regard, invitation à voir au-delà des sites, au-delà des hommes. Vous avez un jardin secret, la peinture. Certaines de vos photographies sont des croquis. Comment ces passions sont-elles nées ? Dès 15 ans, je savais ce que je voulais faire et j'avais donc choisi de faire des études d'art et notamment les beaux-arts, les arts déco et aussi une université américaine de photographie. Puis la photo a pris le pas et donc à partir de 18-20 ans, je voyageais déjà beaucoup et j'ai donc décidé que j'allais relier ce que j'aimais et la photographie et la peinture. Après le lycée, Myriam et moi, nous nous sommes retrouvés sous l'influence de Myriam, à faire un voyage toutes les deux aux États-Unis. Nous sommes allés faire un workshop de photo à Rhode Island School of Design. Et quand elle est rentrée en photographie aux Arts Déco, elle s'est mise à faire des photomontages. Donc tout ce qui était superposition, l'esprit du palimpseste, elle admirait Man Ray, donc elle était chercheuse dans ce sens. Myriam était assistante sur les expositions de la galerie 666, qui lui a donc permis de côtoyer aussi beaucoup la photographie classique mais contemporaine de l'époque. Myriam est pour moi essentiellement une photographe reporter qui a besoin de parcourir des grands espaces. Je rêvais à l'époque d'avoir un rôle dans l'humanitaire, de ramener des images, de dire regardez ce qui se passe dans le monde, c'est terrible, parce que finalement j'avais envie de bouger, quoi. Somalie 1980, c'est là que je rencontre le docteur Dorian. Moi j'arrivais, je voyais la malnutrition, je soignais l'enfant, etc. Par contre, toi, tu t'occupais de te balader dans le camp, tu as été de voir à peu près comment ça se passait, tu avais une vision beaucoup plus globale. Et ça se voit d'ailleurs dans toutes tes photos. Par exemple, celle-là, c'est pas une photo qui fait pleurer les foules, mais c'est typiquement les femmes qui emmènent leur enfant, qui attendent la consultation et qui attendent pendant 6 heures. Elles se mettent à l'ombre, sur une natte, et elles attendent. Le temps n'a pas de valeur là-bas, et elles n'attendaient qu'une chose, c'est que le médecin voit son enfant pour pouvoir lui donner les médicaments. Ça, ce sont des photos que peu de journalistes ont sorties. Je décide déjà d'être ces grandes aventurières du 19e qui est on part longtemps, on étudie vraiment ce qui se passe sur place. En fait, j'étais entre l'ethnographe, documentaliste, photographe. En plein cœur du Marais, la Bibliothèque historique de la ville de Paris a exposé vos photographies dans le cadre de l'exposition Mémoire de marbre. Jean Dérens, alors directeur général, vous y accueillera aussi lorsque vous êtes fait chevalier des arts et des lettres, distinction remise par Bernard Wagon, architecte urbaniste. Il vous confie plusieurs campagnes photographiques, Vézelay en Bourgogne, site classé patrimoine mondial de l'UNESCO, et plus tard à Paris, la mise en valeur du plan de sauvegarde du Marais. Parlez-nous de cette mission. Le Marais, en fait, étant un tissu très resserré au niveau de l'architecture, il fallait dégager toutes les cours intérieures qui étaient complètement recouvertes par des ateliers qui autrefois étaient justifiés parce qu'il y avait des ateliers de joaillerie, de bijouterie et aussi de grands orfèvres. À ce moment-là, j'ai fait un travail de plus de 3000 clichés sur 2-3 ans. Et en fait, ça a donné un fichier énorme pour les gens qui ont refait tout le plan de sauvegarde du Marais. Ça veut dire les plans qui sont répertoriés et officiels au niveau de la ville de Paris.
Je vais donc devenir assistante de la galerie du studio 666, qui alors à l'époque est dirigée par Carole-Marc Lavrier, qui est lui-même photographe d'art, rédacteur à la revue L'Œil et en plus grand photographe de sculpture. Ce qui fait que je vais rentrer au cœur d'un sujet qui me passionne déjà. Et de là va démarrer un grand pan de ma vie qui est l'édition d'art. Je vais devenir donc graphiste et je vais faire des livres d'art. Je vais rencontrer Antoinette Lenormand-Romain aux éditions Azan, où je fais déjà des livres d'art, toujours en qualité de graphiste maquettiste. Et Antoinette Lenormand-Romain est déjà complètement dans son sujet depuis 17 ans sur les sculptures funéraires du 19e siècle. Mon idée, c'était que les sculpteurs étaient de merveilleux musées de sculpture en plein air, totalement méconnus. Pour moi, l'intérêt du sujet, c'était la sculpture et la mise en valeur des sculpteurs. Je voulais que ce soit vraiment un livre de découverte et d'approche de cette sculpture funéraire, non pas dans ce qu'elle peut avoir d'un peu passéiste, d'un peu mélancolique, mais vraiment comme mise en valeur de la sculpture de cette époque, qui était une grande époque pour la sculpture. C'est un travail où j'ai appris à découvrir qu'il fallait revenir aux différentes saisons. Le problème du photographe, c'est la lumière. Il y a des tombes qui sont belles le matin, d'autres qui vont être belles le soir. Donc il fallait arpenter ces 44 hectares. Et en même temps, grâce à Antoinette, j'ai pu rentrer dans le sujet et donc apprendre à la fois à comprendre les différentes époques. Qu'est-ce qui faisait que tous ces gens aussi célèbres avaient eu une vie à l'intérieur de la ville? Et ce qui était intéressant, c'est de voir comment cette vie allait être remise en valeur sur un petit espace qui est une tombe funéraire. Et au fait, quand on vient se promener au Père-Lachaise, bien sûr qu'on a parfois des amis qu'on y a enterrés, que c'est quelque chose qui est toujours avec beaucoup chargé d'émotions, mais je crois que ce sont avant tout aussi des lieux d'apaisement et où on peut vraiment voir de l'art en se promenant et en méditant. Il y a quelques anecdotes amusantes, je me souviens effectivement de la tombe de Chopin et il y avait une tombe juste à côté. Mon credo a toujours été, comme en Afrique, comme partout, de ne jamais déformer le sujet. Donc au départ, je prends la tombe de face et ce jour-là, pourquoi? J'ai envie de faire un travelling vu de la tombe d'à côté. Je me hisse sur cette tombe et à un moment donné, crac, et la croix me reste dans les mains. Alors là, tout me passe dans la tête. Je vais aller en enfer. Qu'est-ce que je vais faire? Et à ce moment-là, il y a une quinzaine d'Américaines qui passent et j'entends « Ah !» Et moi, je me dis « Oh là 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 !» Alors, très digne, je fais tout pour que la croix ne tombe pas. Elle pesait quand même assez lourd. Je la pose, je redescends. Et donc, je note sur mon carnet, pour faire bonne contenance, j'écris « Tombe à restaurer ». Première fois que je suis rentrée dans cette galerie par l'intermédiaire d'un ami artiste, quelqu'un m'a accueilli, m'a proposé de m'asseoir et a regardé mon travail. L'entretien a duré 2 heures. Donc la première chose que je retiens, c'est d'avoir été écoutée, entendue. Tout ce qui s'est passé ici, ce n'a été qu'échange, en fait. Échange avec la galériste, échange avec son public, son fichier, les collectionneurs, pour mon plus grand avantage, et des échanges aussi avec la Corée du Sud. Myriam, à l'occasion de ces échanges en Corée, a présenté des photos, tout un travail sur la tauromachie, qui ont eu un franc succès. L'œil et la main ne font qu'un, je photographie comme je respire. Telle est votre devise. Captez des images uniques ou en séquence, retenant des mini-scénarii que vous composez en quelques images, qui peuvent être assemblés comme d'immenses photomontages accrochés sur des murs de 3 mètres sur 10. L'appareil doit suivre votre œil. Depuis tant d'années, c'est devenu une extension naturelle de vous-même. Jouant avec les éléments, la magie de la photographie vous éblouit toujours, encore et encore.